Ouais, c'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous êtes encore réveillés pour ce dernier plateau. Ben oui, regardez, On va aborder donc un travail qui est en cours. Donc c'est l'analyse de risque de capture accidentelle en mer. Donc j'ai pris l'exemple des salmonidés, sachant que c'est un travail qu'on va mener cette année pour l'ensemble des espèces protégées au titre des directives Habitat, dont les salmonidés. Et pour répondre à la question de Dylan, dans le cadre de la directive 4 stratégie pour le milieu marin, on a également inclus ce travail pour la truite de mer et l'anguille. Donc le contexte réglementaire, c'est qu'on doit réaliser donc, des analyses de risque de porter atteinte aux objectifs de conservation des espèces des sites Natura 2000 par les activités de pêche professionnelle. C'est le cadre de l'évaluation d'incidence dont vous a parlé Gwenola pour la pêche maritime. Et quand des risques sont identifiés, on doit prendre des mesures réglementaires de réduction de ce risque. Donc c'est dans le cadre de l'article 414.4 du Code de l'environnement, à savoir que cette analyse elle va être réalisée uniquement pour la pêche professionnelle. Par contre, ce que je disais, c'est qu'on va, à partir du moment où on réglemente un engin vis-à-vis de la pêche professionnelle, on le réglemente également vis-à-vis de la pêche de loisirs pour ce qui est du milieu marin. Donc on est dans le cadre de la directive Habitat Faune Flore et de la directive Oiseaux, mais ça ne nous concerne pas aujourd'hui, et dans le cadre de la directive 4 stratégie pour le milieu marin. L'OFB a produit l'année dernière la méthodologie donc, qui est disponible si vous le souhaitez, la méthodologie d'analyse, et l'administration est en train de finaliser la circulaire qui va là être diffusée pour cadrer un peu la façon dont vont être réalisées les choses. Simplement en termes de calendrier, cette année on fera les analyses spatiales, et aujourd'hui je vous parlerai uniquement des analyses spatiales parce qu'on vient vraiment juste de commencer. En 2023 et 2024, on fera des travaux à des échelles plus locales, là où des risques ont été identifiés, éventuellement avec de l'acquisition de connaissances par de l'observation embarquée, des enquêtes ou de la caméra embarquée. L'échéance sur laquelle on s'est engagé vis-à-vis de la Commission européenne, c'est de finir l'ensemble des analyses d'ici 2026, donc de conclure en termes de est-ce qu'il y a des risques, est-ce qu'il n'y en a pas, quand, où, pour quelles espèces, et de prendre l'ensemble des mesures réglementaires pour répondre à ces risques d'ici la fin 2027. Donc là, je vais vous présenter vraiment les premiers résultats, parce qu'on a reçu les dernières données dimanche dernier, donc c'est pas totalement consolidé, et puis de toute façon, ça méritera une certaine maturation. Mais donc les premiers résultats de croisement des interactions entre les fileyeurs et les chalutiers, qui sont les engins qui capturent le plus en mer, et les salmonidés. Donc ça, c'est la matrice que vous a présentée Sophie hier, qui a été produite à partir de l'ensemble des données de capture en mer dont on disposait pour ces espèces, et qui identifie les interactions entre des engins et des espèces. On est capable de dire on n'observe jamais cette espèce dans cet engin, ou on l'observe plutôt dans les estuaires, plutôt en mer. Et les cases que vous avez identifiées en 3, c'est les interactions pour lesquelles on va devoir faire l'analyse de risque. Petit point de vigilance. Pour les salmonidés, on a vraisemblablement, on a des adultes qui sont capturés, des adultes qui sont en train de revenir sur leur rivière d'origine. On a vraisemblablement très peu de smolt, et donc ça pose la question de la migration allée. Il y a vraisemblablement de la capture qu'on n'est pas capable d'évaluer aujourd'hui. Donc, quelles sont les données dont on dispose actuellement ? Là, ici, je vous ai mis uniquement les données issues des embarquements que réalise Ifremer pour le compte de l'administration à bord de bateaux de pêche professionnels. On a d'autres sources de données, mais donc ici, je vous ai présenté que celle-là. Donc simplement sur une période qui va de 2003 à 2021, dans le cadre de ces embarquements qui portent sur moins de 1% de l'effort, on a une petite centaine de saumons et puis un peu plus de truites de mer. Alors, je vous mets en garde de faire des règles de 3 parce que c'est un effort qui n'est pas distribué pour répondre à la question où est-ce qu'on capture des saumons en mer. C'est plutôt un effort qui a été dimensionné pour répondre à la question des rejets, des espèces, des autres espèces de poissons qui sont rejetées en mer. Donc vraiment, c'est des données qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. Simplement, ça permet notamment de cibler une période a priori à risque,
Et là, comme je n'avais pas beaucoup de temps, n'est-ce pas, je vous ai donné que cette information, mais on peut notamment avoir des choses assez intéressantes sur les zones, peut-être les engins les plus à risque. Je vous présente uniquement le travail de croisement spatial qu'on va réaliser. Ça va être quand même une grosse partie de la base de notre discussion. Pour l'ensemble des espèces, on va croiser les meilleurs modèles de distribution dont on dispose. Donc le modèle, en l'occurrence, pour les salmonidés, c'est celui que vous a présenté Sophie hier, qui n'est pas un modèle de densité. Ça ne prédit pas une densité en mer, ça prédit une probabilité de présence en mer. Ça a des implications, mais bref, je ne détaille pas. Qu'on va croiser avec l'effort de pêche. Donc ici, l'effort de pêche VMS, donc Vessel Monitoring System, c'est un dispositif qui concerne l'ensemble des bateaux de plus 15 mètres et une partie des bateaux de moins de 15 mètres, en particulier en Manche, en particulier en baie de Seine. Donc c'est un dispositif qui nous permet d'avoir une connaissance assez fine toutes les heures de l'activité et des engins qui sont pratiqués. Il y a des trous dans la raquette, en particulier tous les petits fileyeurs à la côte et certains petits chalutiers. Je ne rentre pas dans les détails de la moulinette qui permet de calculer cet indice de risque. Simplement, c'est quelque chose qui est très classique. On fait ça pour les tortues, les dauphins, les poissons, les albatros, depuis beaucoup d'années, un peu partout dans le monde. On n'a pas inventé grand-chose de nouveau là-dessus. Et donc, en multipliant ces deux cartes, on a la carte de droite qui est, donc là, dans cet exemple, la co-occurrence. Ça veut dire que dans les zones rouges, on a au même endroit des filets et des saumons qui risquent d'être présents au même moment. Voilà pour le principe. Je vais vous présenter maintenant les cartes d'interaction qu'on a produites. Voilà. Donc j'ai 3 fois cette diapo pour les 3 engins qui ont été étudiés jusqu'ici. Donc là, on est dans le cas des filets fixes avec à gauche les saumons, à droite les truites. Alors, je suis désolé, je ne sais pas si vous arrivez à bien distinguer d'ici. Il y a plusieurs informations sur cette carte. Donc les zones les plus rouges, comme je viens de l'expliquer, c'est les zones où il y a le plus de co-occurrence. Les bateaux et les poissons sont au même endroit au même moment. Vous ne les voyez pas forcément bien, mais on a mis les zones de camp area que présentait Sophie, c'est-à-dire les zones où on a la plus forte probabilité de présence de ces espèces en mer. C'est des petits carrés qu'on voit. Je ne sais pas si j'arrive à pointer. Non, ça ne marche pas, tant pis. Donc, on voit simplement, on superpose les zones de risque avec aussi les zones qui sont a priori essentielles pour les espèces. Et puis les triangles, c'est donc les zones où des captures ont été observées effectivement à bord de ces bateaux-là qui produisaient du filet. Dans le cas de cette interaction, on identifie des secteurs où le modèle prédit un risque et les observations en mer identifient des secteurs de capture. Pour ce qui est de la Manche, on a en particulier l'extrême Manche Est et puis le début de la mer du Nord pour ce qui est de la truite. Alors, pour le cas des filets, on a un risque qui est relativement faible pour le saumon en Manche et on a assez peu de données finalement. Tout ceci étant à modérer, puisqu'on a forcément des petites incertitudes sur la détermination de ces 2 espèces. Et par contre, pour ce qui est alors, on a l'Iroise, on a finalement, pour le cas de la truite, un site qui ne ressort pas forcément comme une zone à risque, mais sur lesquels on a observé plusieurs données de capture. Et puis ensuite, on a la Bretagne Sud et puis le sud du golfe de Gascogne, qui sont des zones où a priori il y a du risque et où des captures sont observées. Je vais assez vite, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Je ne sais pas où est-ce que je dois pointer pour que ça passe. Ouais, c'est là. Donc dans le cas des salmonidés et de saumon et truites dans les chaluts de fond, on a fait le même travail, à savoir que pour le coup, on a assez peu de données d'observation de saumon dans les chaluts de fond, encore une fois à modérer suivant les difficultés d'identification de ces 2 espèces. Par contre, on a bel et bien des truites qui sont capturées dans le cadre du programme Haute-Mer. Et là aussi, on retrouve assez bien nos zones à risque qui correspondent plus ou moins à des zones d'observation effective
à bord des bateaux. Petite interrogation sur le sud Gascogne, où on a a priori de la co-occurrence, donc des chaluts de fond en même temps que les truites de mer, mais qui se traduit peu par de la capture à bord des chaluts de fond. Alors, les chaluts pélagiques ont disparu, voilà, les chaluts pélagiques sont là. Super. Donc, dernier exercice pour les chaluts pélagiques. On a un risque un petit peu plus diffus. Pour le coup, on a plus de captures qui sont observées à bord des bateaux dans le cadre de Hobsmer pour le saumon et pour la truite. Donc on va retrouver, pour ce qui est du saumon, les deux secteurs qui étaient déjà identifiés, donc Bretagne Sud, ouvert de la Loire, et puis les estuaires charentais, là, en face de la Gironde. On retrouve une nouvelle zone qui, pour le coup, ressortait pas dans les deux engins précédents, c'est la Manche, l'ouvert de la Manche. Alors, désolé pour nos collègues britanniques, je n'avais pas les données VMS dans les eaux anglaises, donc je ne peux pas vous répondre si c'était des zones de co-occurrence ou pas. On pourrait tout à fait compléter ce travail et je pense que ce sera intéressant. Donc toujours est-il qu'on trouve une zone d'observation de capture à bord des chaluts pélagiques, d'ailleurs pour le saumon et pour la truite. Et pour ce qui est de la truite, on a également, donc, on retrouve là aussi un peu les mêmes zones, donc l'ensemble de la baie de Seine qui est identifiée comme une zone de co-occurrence et une zone d'observation in situ. De même que les estuaires picards, et on a pas mal parlé de la Brelle pendant ces 2 jours. Il y a quand même une accumulation d'observations pas très loin de la Brelle pour le chalut pélagique qui, à mon avis, mérite une petite investigation. Petit point aussi sur la distinction qui est faite ici entre le chalut pélagique et le chalut de fond. Donc chalut pélagique, c'est dans la colonne d'eau, chalut de fond, c'est quelque chose qui touche le fond. Sur des petits fonds côtiers, parfois la différence entre les deux est assez ténue, et en tout cas, donc c'est là aussi à prendre avec des pincettes. C'est quoi les suites de ce travail ? Donc la circulaire n'est pas signée, mais vraisemblablement ça va se passer comme ça. Au niveau national, il y a un groupe de travail national qui va lancer les analyses spatiales telles que je viens de vous les présenter et qui va identifier des secteurs à risque. Ce groupe de travail, pour l'instant, il comprend l'administration, les experts scientifiques, les professionnels de la pêche maritime, qui sont les premiers concernés. Et je crois que c'est tout. Après, c'est une composition à minima, donc, qui est susceptible d'évoluer. Une fois que ce premier travail en 2022 à l'échelle nationale sera fait et que des secteurs à risque seront identifiés, il va y avoir une déclinaison dans chaque façade à l'échelle des secteurs à risque. Donc les secteurs à risque, c'est un peu les patates que je vous ai dessinées à la va-vite, mais ce sera des choses de cette ampleur-là. Et au sein de ces secteurs à risque, donc il y aura des groupes de travail locaux qui devront mieux caractériser l'interaction en termes de temps, en termes d'espèces concernées, éventuellement via des embarquements de la caméra ou des enquêtes, comme je le disais. Et si à ce stade-là, des risques si on conclut à l'existence de risques, il y a des mesures qui seront prises. Petit point qui a son importance, notamment par rapport aux discussions qu'il y a eu tout à l'heure sur la viabilité des populations. Dans le cadre de Natura 2000, le premier objectif, c'est de maintenir la viabilité des populations. Mais on a aussi, donc, dans le cadre de Natura 2000 et de la politique commune des pêches, un objectif d'éviter ou de réduire les captures accidentelles, c'est-à-dire des captures qui ne sont pas autorisées au débarquement. Donc là, on est dans ces 2 objectifs-là. Donc on devra viser à la fois le maintien des populations. On voit que dans certains cas, c'est a priori bon, d'après les modélisations des collègues moi, je ne sais plus d'où il était, qui nous a fait la présentation tout à l'heure. Mais il y a aussi la question de la réduction des captures accidentelles. Je crois que j'en ai terminé, sauf si j'ai oublié des petits points. Je suis dispo pour les questions.
Oui, je vais vous présenter, mais c'est un outil de sensibilisation des plaisanciers qui s'appelle Naveco. Il faut vous approcher du micro. Oui, et comment on lance le PowerPoint? Ah oui. Oui, donc c'est une application mobile, Naveco, qui a été développée dans le cadre d'un partenariat entre le CHOM, donc Service hydrographique et océanographique de la marine, et l'OFB. Vous-même, vous travaillez à l'OFB, hein? D'un projet européen, voilà. Et moi, je travaille à l'OFB, à la délégation de façade atlantique, où je m'occupe de Natura 2000 en mer, en Bretagne Nord. Donc Naveco, voilà, c'est une application qui a été développée en 2020. Donc pour l'instant, c'est une expérimentation qui a été mise en place en Bretagne. Et le principe de cette application, c'est qu'elle met à disposition les cartes marines du CHOM et elle permet de se positionner sur la carte. Et donc, à la base, c'est une aide à la navigation. C'est comme ça que ça a été conçu pour que ça soit intéressant pour les plaisanciers. Le CHOM met aussi à disposition de l'information sur le balisage. Et l'OFB est venu s'inscrire dans ce projet pour mettre à disposition des informations environnementales sur les cartes marines et des informations aussi liées à la réglementation environnementale. Donc c'est à la fois un outil d'information sur la réglementation et de sensibilisation pour apporter juste des informations de type découverte du milieu marin pour sensibiliser à la biodiversité marine. Donc on a cette information sur la biodiversité, elle vient se mettre sous la forme de points d'intérêt environnementaux qui concernent soit les habitats marins, soit les oiseaux, soit tout type d'espèces marines et aussi des bonnes pratiques. Donc voilà, pour vous montrer quelques exemples de points d'intérêt, il y en a énormément, par exemple, sur les herbiers de zoster, avec des bonnes pratiques qui concernent le mouillage, d'éviter le mouillage à l'encre dans les herbiers de zoster, par exemple. Il y en a aussi pas mal sur les oiseaux et la question du dérangement de ces espèces-là en période de nidification. Et pour les sujets qui nous intéressent ici, les poissons migrateurs, j'avoue que ce n'est pas un sujet prédominant dans l'application. Il y a une dizaine aujourd'hui de points d'intérêt qui concernent ces espèces-là. Donc ils sont assez divers. Soit c'est ciblé sur une espèce, le saumon, soit c'est poissons migrateurs au sens large, où on parle d'un petit peu toutes les espèces qui fréquentent le secteur. Voilà, c'est quelques exemples ici du type d'informations qu'on a pu fournir sur ces espèces-là. Ce que j'ai oublié juste de dire sur la diapo d'avant, c'est que tous ces points d'intérêt, ils ont été créés, donc c'est un travail qui a été animé par l'Office français de la biodiversité, mais tout le contenu, il a été fourni en grande partie par les gestionnaires d'aires marines protégées de Bretagne, donc notamment tous les gestionnaires de sites Natura 2000 qui ont fourni un gros travail de rédaction des textes et de localisation de tous ces enjeux-là pour les mettre à disposition. Voilà, donc je pense qu'il y a du travail à faire pour enrichir encore plus tous ces points d'intérêt environnementaux, notamment sur la question, par exemple, des amphihalins. Et donc les premiers retours d'utilisation qu'on a eus sur cette application-là, donc qui est disponible uniquement en Bretagne et depuis 2020, c'est qu'elle a été, la première année, la première saison d'utilisation, il y a eu un peu plus de 7000 téléchargements. Donc, ce qui est a priori quand même plutôt bien pour ce type d'outil. Et par rapport au type d'usagers, donc on a la moitié des usagers qui sont plutôt des personnes qui naviguent en voilier et à peu près une petite moitié qui sont plutôt sur des bateaux à moteur. Et donc il y a eu des enquêtes pour essayer d'avoir des retours sur l'utilisation de cet outil-là par les plaisanciers. Et savoir ce qu'ils appréciaient aussi en termes d'utilisation. Et donc ce qui ressort, forcément, ce qui les intéresse le plus, c'est le positionnement sur la carte marine. Mais ils apprécient aussi l'aide à l'identification du balisage et en troisième lieu, la découverte du milieu marin qui leur est proposée grâce aux points d'intérêt environnementaux. Donc, a priori, ce mode découverte là, de l'application est plutôt plébiscité aussi. Et un des retours qui a été fait, c'était qu'il n'y avait pas suffisamment de points d'intérêt. Il serait preneur, a priori, de plus d'informations sur l'environnement. Donc, en termes de perspective, on pourrait enrichir encore davantage ce volet-là.
Et donc, pour terminer, sur les perspectives, donc là, on était sur une implémentation à l'échelle de la Bretagne et l'idée, là, il y a un projet pour étendre du coup l'application à l'ensemble de la France métropolitaine. Donc, a priori, ça devrait être fait pour 2023. Et l'idée aussi, donc c'est un projet qui est porté toujours par le CHOM en copilotage avec le ministère de la Mer et l'OFB. Et parce que là, en fait, Naveco devient un outil de diffusion de la réglementation maritime. Alors la réglementation spatiale, en fait, en mer, pas forcément toute la réglementation au sens large, mais au moins la réglementation qui peut être spatialisée en mer, elle aura vocation à être diffusée c'est un peu 2 projets menés en parallèle, mais qui se rejoignent. C'est la plateforme Ping, qui a vocation à compiler et à numériser l'ensemble de la réglementation spatiale en mer. Et donc, Naveco deviendra un outil de diffusion de cette réglementation-là, de ces informations réglementaires. Et donc, voilà. Et du coup, avec un travail qui continue là, avec tous les gestionnaires d'aires marines protégées du reste de la France pour compléter tous ces points d'intérêt environnementaux. Et voilà. Merci beaucoup. Moi, j'ai une question tout de suite pour vous. Je sais que le Muséum d'histoire naturelle fait appel à tous les gens qui ont un jardin ou qui se promènent pour observer et compter les papillons. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer cette application comme un outil pour observer les saumons et demander aux plaisanciers, alors on ne va pas parler de déclaration de capture, ça va les fâcher, mais simplement de renseigner l'appli quand ils voient, un poisson d'intérêt pour la science et en l'occurrence pour nous un saumon. En fait, il y a une autre application qui existe déjà. Alors, la Naveco n'a pas été conçue pour faire remonter de l'information. C'est vraiment plus, on donne de l'information. Mais il y a une autre application qui existe, qui est aussi soutenue par l'OFB, qui s'appelle Ops en mer, qui est une application, là pour le coup, vraiment de sciences participatives et dont l'objectif, c'est de récolter de la donnée d'observation ponctuelle. À la base, ça a été développé pour les mammifères marins, mais aujourd'hui, ça peut concerner toute espèce et peut-être que ce serait plus vers Ops en mer. Je pense qu'il faudrait se tourner dans cet objectif-là. D'accord. Et donc Naveco servirait plutôt à la sensibilisation des plaisanciers et pourrait servir aussi à communiquer autour des enjeux de préservation de l'espèce. C'est ça. Merci beaucoup, Marie. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur. Je vais vous rendre un micro pour la salle. Oui, bonjour. Donc, Nicolas Jeannot, moi je suis responsable pour l'INRAE du site SCORF. Les sites index marquent depuis 2005 des quantités de pit tags et tous les tacons adultes depuis des années. Et on reçoit par le CIUM régulièrement la liste des pit tags qui sont débarqués sur les pêcheries, essentiellement des pêcheries d'observation du hareng, et dans lequel on essaie de trouver des smolts de saumon à travers. Et on s'aperçoit que sur les débarquements français, des différentes criées, les portiques de détection des pit tags sont peu existants ou pas existants. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, c'est que le débarquement des poissons côtiers, notamment sur l'Orient, souvent sont des captures accessoires, et dans lequel, moi, j'ai des informations comme quoi j'ai des truites de mer et des saumons qui sont capturés. Donc il y a bien un défaut ou un déficit de connaissances, ne serait-ce que sur la criée de petits pêches côtiers, d'observation, et d'identification des poissons qui pourraient très très bien être débarqués ou identifiés à partir des différents pit tags que nous posons chaque année. Voilà, c'était une remarque. Je ne sais pas si ça s'est pris en compte, que presque 10 000 puces sont posées chaque année sur les salmonidés, sur les rivières index, et que ça peut être pris en compte sur les débarquements et donc les observations et les captures accessoires qui peuvent être faites. Donc, je le découvre. Alors, je pense pas qu'on... Donc, je ne sais pas si l'analyse risque-pêche est le bon vecteur pour travailler sur les acquisitions de connaissances. Par contre, ce que vous dites, c'est hyper intéressant, plutôt pour mes autres collègues qui travaillent sur les volets connaissances. Et après, sur le côté débarque de salmonidés, parfois légales, parfois non légales, c'est plus les collègues qui sont pour le coup derrière vous, l'OFB est tentaculaire, mais qui s'occupent des contrôles. Et clairement, on a identifié un besoin de mieux faire le lien entre la partie connaissance, analyse, et puis la partie contrôle, puisque, encore une fois, les informations qu'on peut avoir parfois dans les opérations de contrôle, elles sont également hyper intéressantes. Voilà, donc c'est une réponse. Il y a
plein de pièces du puzzle, on va essayer de les assembler. Après, je ne suis pas sûr qu'on arrive à le faire dans le cadre de l'analyse, dans l'année qui nous est donnée. Mais en tout cas, c'est intéressant. Ouais. D'autres questions? Oui. Yeah, Dylan Roberts, Game and Wildlife. Dylan Roberts, Game and One Wildlife. of the outputs we discussed yesterday from the Samarche project was that Une we've des questions generated a du groupe genetic de Samarche que database nous avons discuté all the hier, travelers c'est que flowing nous into the avons channel. généré une base So de we can données pour tous ceux qui when voyagent sea dans trout la called the Manche. sea, and Nous pouvons we also identifier have a les smaller truites genetic de database, mer. but Et nous avons aussi une plus petite base de données pour les saumons dans nos rivières. Ce serait très utile lorsque ces poissons sont trouvés, par exemple dans les criées. Ce serait vraiment très intéressant que nous ayons des échantillons afin de les répertorier en lien avec leur rivière d'origine. Si j'ai bien compris, il y a chaque année en France, vous enregistrez les poissons, les salmonidés qui viennent à terre, et comment est-ce que nous pouvons récupérer les échantillons pour les répertorier dans notre base de données. Donc sur la question des individus qui sont observés lors des contrôles et ou lors des débarques, c'est pareil, on a identifié cet intérêt à progresser mieux pour faire remonter soit des écailles, soit des bouts de nageoires. Il faut qu'on s'organise, ça demande un petit peu d'organisation. Par contre, vis-à-vis du protocole OPSMER, donc les données que j'ai présentées, en fait, donc par rapport au protocole OPSMER, globalement, quand on leur demande des choses en plus, ils nous disent qu'ils n'ont pas trop le temps d'en rajouter. Après, on est sur 3 ou 4, 10 salmonidés par an. Je pense que c'est quelque chose qui peut être absorbé. Mais c'est clairement, dès qu'on rajoute un truc au protocole OPSMER, l'administration a plutôt tendance à nous dire non. Donc je ne sais pas, on va essayer. Enfin, en tout cas, c'est un point que moi j'ai identifié ces 2 jours, et on va essayer de travailler là-dessus, au moins vis-à-vis des opérations de contrôle que l'OFB mène. Par contre, dans le cadre des protocoles scientifiques, c'est pas gagné, quoi. Donc le message, c'est chaque poisson est sérieux chaque poisson est précieux, et si on peut faire remonter de l'information, ça va servir à tout le monde. D'autres questions, échanges, remarques? On peut sortir de la pêche en mer, et vous pouvez profiter de ce forum pour interpeller qui vous souhaitez dans la salle, puisque tous les intervenants de ces 2 jours sont avec nous. Donc on peut évoquer tous les sujets absolument librement. Alain Dumont, Fédération de pêche des Côtes d'Armor. Je m'attendais à beaucoup plus d'informations concernant les captures de pêcheurs plaisanciers, notamment de salmonidés. C'est quand même un petit peu le parent pauvre. On arrive à maîtriser les pêcheurs pros parce qu'ils ont des licences et non des obligations obligatoires. Les pêcheurs en rivière aussi acquittent des licences, et quand ils prennent une CPMA migratoire, ils ont l'obligation de déclaration. Mais je ne vois pas d'espoir pour les pêcheurs plaisanciers, les dits pêcheurs de loisirs, qui, je pense, dans leur pratique, doivent croiser. Il a été dit ce matin qu'ils avaient le droit d'embarquer un certain nombre d'engins de pêche. C'est assez important quand même. Est-ce que vous avez un petit peu d'espoir à nous donner sur un jour pour faire remonter les informations par rapport à ça? Alors, je ne sais pas qui peut me répondre, parce que pour moi, c'est un petit peu le désespoir. C'est un peu le parent pauvre des connaissances. Ouais, donc alors, je ne sais pas si je vais vous donner de l'espoir, mais je pense qu'il y en a quand même un petit peu. Donc simplement, les données que j'ai présentées, ce n'est pas des données de déclaration des professionnels. Les données de déclaration des professionnels, c'est des données de débarquement qu'on a peut-être insuffisamment exploitées, mais qui ne permettent pas d'avoir un niveau de spatialisation qui n'est pas très bon, puisqu'on a le port de débarque, éventuellement le carré statistique dans lequel a été capturé le poisson, mais c'est tout. Et on ne l'a pas toujours. Et il y a des problèmes d'identification encore plus importants que dans le cadre des protocoles de l'IFREMER. Donc là, moi, je vous ai présenté uniquement les données où c'est des observateurs mis en place par IFREMER qui sont à bord des bateaux professionnels. Après, s'agissant des pêcheurs de loisirs, on commence à avoir des informations qui sont variables suivant les départements, mais sur la pose de filets fixes sur les estrans, qui n'est pas négligeable dans certains cas en termes de capture accidentelle. Là aussi, on a des informations qui sont un petit peu plus rares, mais en termes de contrôle.
Donc ça, c'est pour ce qui est du volet information. Moi, je pense que la problématique des pêcheurs plaisanciers, il ne faut pas la traiter par rapport à une évaluation des captures, mais par une évaluation du risque. C'est un peu ce qui est fait pour le cas des professionnels. Où sont les pêcheurs de loisirs? Où sont les salmonidés? Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Et en fait, c'est quelque part beaucoup plus facile et rapide à appréhender le niveau de risque qu'appréhender le niveau de capture. C'est ce qui est fait pour la pêche professionnelle. Et indirectement, c'est ça qu'on fera pour la pêche de loisirs, en fait, puisque à partir du moment où un risque est identifié dans tel estuaire vis-à-vis des filets, la réglementation qui sera proposée, d'un point de vue réglementaire dans le cadre du Code de l'environnement, le sera pour la pêche de loisirs et la pêche professionnelle. Donc l'espoir, c'est qu'on doit faire ça d'ici 2027. Donc on peut penser que il y a pas mal de choses qui seront réglées d'ici là. Après, c'est peut-être encore tard, je ne sais pas. Sur ce sujet, un complément de question. C'est moi qui avais abordé ce matin la multiplicité des filets qui peuvent être déployés, enfin que la réglementation autorise à être déployés par les plaisanciers. Le nombre de plaisanciers, enfin bon, je mets au défi l'administration de sortir le moindre chiffre crédible. Je sais pas. Enfin bon, c'est le nombre de navires immatriculés, c'est-à-dire y compris les kayaks de mer. Si on multiplie ce chiffre par 50 mètres, qui est le droit, la longueur d'un filet qu'on a le droit d'étendre, je pense que c'est assez effrayant comme évaluation. Et alors bien sûr, tous les plaisanciers n'étalent pas un filet de 50 mètres, mais c'est quand même une pratique courante, banale. Est-ce qu'on va se poser la question, une fois, en matière de réglementation, parce que ça vaut aussi pour la pêche du bar, avec la limitation des captures, on met dans les mains de plaisanciers des outils qui sont des outils de travail professionnel et qui sont des outils qui n'ont aucune capacité de régulation. Quand on dit vous n'avez pas le droit de prendre des salmonidés, ou quand on dit vous n'avez pas le droit de prendre plus de 2 bars, moi le filet de 50 mètres qui se referme et qui s'autodétruit à partir de la 2e capture, je ne le connais pas. Je dirais même que c'est de l'incitation à la délinquance, parce qu'on leur met dans les mains des objets de destruction massive, et on leur dit vous avez le droit de revenir au port avec 2 bars, mais la tentation est quand même très grande. Enfin, on voudrait, je ne sais pas, là, on est quand même un certain nombre, y compris parmi les plaisanciers, enfin je n'en suis pas, mais j'ai interrogé les plaisanciers, et tout le monde se demande où est la logique de l'affaire. Ouais, alors juste petite correction. En fait, il n'y a pas de quota sur les salmonidés pour les pêcheurs de loisirs. Donc, s'ils en avaient 7 dans le filet, ils pourraient prendre les 7 en toute légalité. Ce qui est c'est juste factuel ce que je viens de dire. Par contre, c'est pas un encouragement. Il ne faut pas le prendre comme ça. Par contre, je leur ai dit, je pense qu'il faut vraiment pas faire de règle de 3. À mon avis, la question des captures de salmonidés dans les filets, c'est des événements qui sont assez ponctuels, qui vont être le fait de pêcheurs d'assez bons pêcheurs, en fait, qui savent les périodes, les zones. Et en fait, on n'a pas forcément affaire à... je pense qu'il ne faudrait pas faire la multiplication du nombre de pêcheurs plaisanciers. Et c'est d'ailleurs ce que révèlent un peu les cartes, alors pour l'activité professionnelle, mais c'est qu'en fait, on a des zones qui sont finalement assez localisées. Quand on parle avec certains pêcheurs, on s'aperçoit qu'il y a des secteurs de pêche aux salmonidés, des périodes et des secteurs. Donc pour moi, c'est plus une problématique qu'on va régler encore une fois par l'approche du risque et de la réglementation engin-période que par une gestion quantitative qui, à mon avis, en mer, n'est pas contrôlable, ni efficace d'ailleurs, parce que quand le poisson est dans le filet, comme vous le dites, il est mort. Et voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais moi j'ai de l'espoir sur le fait qu'on va réussir à sérieusement améliorer les choses en proche côtier. Les questions que je me pose, c'est plus pour les zones où les poissons sont plus répartis de façon plus diffuse. Il y a aussi des captures et ça va être plus compliqué à appréhender. Merci. Patrick Girard, juste une toute petite question, un problème qui n'a pas été abordé mais qui a peut-être son importance. Quelle est la pression du braconnage? Est-ce qu'on a une idée et quel est l'impact possible, que ce soit en rivière, en estuaire, voire en côtier, sur les salmonidés?
Ouais, alors je pense qu'il faudrait donner un micro à mes collègues qui font du contrôle, mais globalement, alors encore une fois, en mer, pour les pêcheurs de loisirs, il ne s'agit pas de braconnage, sauf s'ils utilisent des engins illégaux, parce qu'ils ont le droit. On peut le mettre en question, mais en tout cas, c'est le cas. Après, je sais qu'il y a eu beaucoup de travail dans le cadre des zones, notamment de la baie du Mont-Saint-Michel, mais pour moi, c'était il y a quelques années, mais encore une fois, je pense qu'il faudrait... Je ne sais pas s'il y a un collègue qui peut m'aider sur la question du braconnage. Est-ce qu'on peut passer un micro dans la salle? Au fond, on a des beaux uniformes. Il fallait venir en civil, hein. Là, on vous a vu. Ouais, donc, comme l'a répondu mon collègue, la notion de braconnage, elle est liée à la réglementation, en fait. Donc, il y a beaucoup de prélèvements, effectivement, on soupçonne qu'il y ait beaucoup de prélèvements en mer, c'est pas du braconnage. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... non, est-ce que vous avez des indicateurs qui permettent d'évaluer le braconnage là où c'est réglementé Mais pas, on n'a pas les moyens, effectivement, pour être partout et pour avoir cette évaluation-là. Donc on a pu le faire sur certains secteurs un peu à risque. Ça a été le cas de la baie du Mont-Saint-Michel quand on a mis en place, quand on a cherché à mettre en place la nouvelle réglementation. Au préalable, on avait essayé d'exploiter nos différentes observations sur plusieurs années pour essayer d'évaluer les prélèvements qui pouvaient être réalisés alors de manière soit illégale, soit de manière légale, hein, avec des engins autorisés. Et, dans la baie du Mont-Saint-Michel, ça nous donnait une évaluation, mais très très grossière. Enfin, je veux dire, on n'est pas statistiquement, je ne sais pas ce que ça vaut, quoi. Enfin, on n'est pas sur une approche scientifique des choses. On n'en a pas les moyens du tout. Donc, on peut avoir des évaluations ponctuellement. Ça nécessite d'y consacrer un certain temps, quoi. Et peut-être, parce que un angle mort de la réponse, c'est qu'il y a pour le coup de la revente illégale. Parce qu'en fait, le paradoxe, c'est que les pêcheurs plaisanciers ont le droit de prendre des saumons, tandis que les pêcheurs professionnels qui n'ont pas de licence n'ont pas le droit de prendre des saumons. Donc en fait, il y a assez peu de bateaux professionnels en fait, qui ont les licences CMEA. Et on sait... en discutant assez librement avec les pêcheurs, qu'en fait, les saumons ne sont pas systématiquement remis à l'eau. C'est un euphémisme. Après, c'est plus une problématique d'application de la loi qu'une problématique de dynamique de population. Parce qu'en fait, les saumons sont de toute façon morts au moment où ils sont remontés à bord des filets. Donc oui, c'est du braconnage, mais c'est vraiment une problématique d'application de la loi plus qu'une problématique de conservation.